Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les transporteurs routiers, pour protester contre la hausse des carburants, s'apprêtent à bloquer les raffineries. Au total, quelques 2000 camions seraient sur le départ. Les automobilistes inquiets ont pris leurs précautions. Discours très attendu de rentrée de Lionel Jospin. Le Premier ministre offre un plaidoyer pour l'avenir de la Corse, répondant ainsi aux critiques qui ont secoué la majorité plurielle. Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation, démissionné au printemps dernier, occupe la rentrée avec la parution d'un livre témoignage dans lequel il règle ses comptes. Toute vérité est bonne à dire. Claude Allègre est notre invité en direct dans ce journal. Le Festival de Deauville, la 26e édition de ce rendez-vous du cinéma américain, avec la présence de nombreuses vedettes, loin des célèbres planches. Ainsi donc, un début de semaine qui s'annonce difficile. Pour protester contre la hausse des prix du carburant, les routiers semblent bien décidés à mettre en place dans les heures qui viennent le blocus des raffineries. Et dès ce matin, les automobilistes ont préféré prendre leurs précautions, au point que certaines stations essence ont connu une affluence inhabituelle, certaines allant jusqu'à fermer les réservoirs à sec, comme le montre ce reportage à La Rochelle de Christophe de Valambra et Dominique Yvan. Vaut mieux prévoir que d'attendre au dernier moment et rien avoir. On appelle ça la peur de manquer. Depuis l'annonce des blocus, cette station d'hypermarché a été littéralement prise d'assaut, jour et nuit. Et puis ce matin, les pompes automatiques ont refusé de fonctionner. Vous n'avez pas vu le petit panneau à l'entrée de la pompe là? Le magasin s'excuse. Véritable rupture de stock ou mesure masquée de restriction, c'est en tout cas une première station de La Rochelle qui ne fournit plus. Ah, il n'y en a plus? Ah bon, ben alors ça va bien. Ça commence, et la nouvelle est fraîche. On se rue sur la pompe la plus proche. Pas une seconde à perdre, les autres se servent déjà. J'ai passé devant la station il y a combien, une demi-heure. Quand j'ai vu la queue, j'ai dit c'est peut-être le moment de faire le plat, quoi. Ça n'arrête pas depuis 8h, 8h15. 8h15, c'est plein en permanence, constamment. La machine n'arrive même plus à suivre. Psychose de la pénurie. Tout le monde veut le plein, et même plus, quelques litres en réserve, pour se rassurer. C'est pour avoir pas pour travailler demain. Vous craignez que demain il n'y ait plus d'essence? Apparemment. Tous appréhendent les prochains jours, mais personne ce matin n'en veut aux manifestants. Les professionnels, ils ont des moyens de rétorsion que nous n'avons pas. Nous, on n'a plus qu'à faire le plein et payer. Eux, ils ont des moyens de pression, donc il faut être solidaire, bien sûr. Demain à l'aube, les transporteurs routiers boucleront le dépôt pétrolier de La Rochelle. Le blocus débutera vraiment, mais l'angoisse d'une pénurie est déjà bien réelle. Les transporteurs routiers, on vous le dit, aux côtés des agriculteurs vont donc passer à l'action. Un mouvement qui promet, disent-ils, de paralyser des dizaines de dépôts pétroliers. Au total, on évoque le chiffre de 70 raffineries hors d'accès. Ce dimanche, l'heure était à la mobilisation et aux préparatifs, comme ce groupe de patrons routiers à la tête d'une PME qui s'apprête à bloquer les dépôts d'essence demain à Rouen. Nathalie Moisan, Madi Diawara. Même le week-end, dans cette entreprise familiale de transport, la pompe et ses tracas ne sont jamais bien loin. Il y a une espèce de tire-plein en face là. Il faudra qu'on fasse faire demi-tour au camion ici. Carte en main, Gilbert Leloup prépare le dispositif de demain. Autour de la table, d'autres petits patrons routiers, comme lui, prêts à bloquer les raffineries et les dépôts de carburant aux abords de Rouen. Quand il y a eu le choc pétrolier, on disait qu'il y avait un quart de la recette qui passe dans le réservoir. Et maintenant, c'est plus un quart, c'est 36% de votre recette qui passe dans le réservoir. Tous ici travaillent en famille, ils possèdent quelques véhicules. Pour eux, 5 000 francs de gazole en plus par mois et par camion, ce n'est plus supportable. Les marges s'amoindrissent et nous ne pouvons pas en permanence, je dirais, tous les 3 ou 4 mois, aller revoir nos clients et leur dire attendez, on a encore 3% d'augmentation sur le gazole, on est obligé de vous le faire répercuter. Je veux dire, le client ne sera pas d'accord, ce qui est tout à fait normal aussi, il faut comprendre aussi ses positions. Des patrons prêts à faire bloc plusieurs jours s'il le faut, car ils n'ont pas d'autre choix, disent-ils, que la manifestation ou le dépôt de bilan. On lâchera pas, c'est pas possible. C'est l'entreprise qui ne tiendra pas. Nous, on aime notre métier et dans quelque temps, on ne pourra même plus l'exploiter. Hein, on sera obligé de licencier, c'est pas possible. Revendre des véhicules pour faire de la trésorerie. Ça tient pas debout tout ça. Dès 5 h demain matin, laissant leurs chauffeurs faire leur livraison, les patrons grimperont chacun dans un camion, direction le port de Rouen.
Les transporteurs attendent de l'État qu'il fasse un geste, comme il l'a fait pour les pêcheurs. Et le ministère des Transports précise ce soir que des propositions seront faites demain aux 3 organisations syndicales des routiers. Ce dimanche, marqué par le discours de rentrée de Lionel Jospin, discours clôturant les universités d'été du Parti socialiste. En guise de réponse aux nombreuses critiques qui ont déstabilisé toute cette semaine la gauche plurielle, à travers le dossier corse notamment, le Premier ministre a repris la barre, offrant d'abord un véritable plaidoyer pour la politique qu'il compte mener dans l'île. Mais Lionel Jospin ne s'en est pas tenu là, il a évoqué la dynamique du gouvernement sur les thèmes d'actualité. La vision de Lionel Jospin, reportage Jeff Wittenberg et Abdel Zouyech. Il y a des vérités qui paraissent évidentes, mais qui vont encore mieux en les exprimant, en les répétant. C'était sans doute la première idée de Lionel Jospin aujourd'hui devant les socialistes, lorsqu'il a ouvert le chapitre de son discours consacré à la Corse, là où il le savait, on l'attendait le plus. Cette évidence, cette mise au point, c'est que l'État ne baisse pas la garde, c'est que les réformes promises ne se feront pas tant que la paix ne régnera pas en Corse. Non seulement il n'y aura jamais de prime à la violence, mais notre démarche même est fondée sur la renonciation à la violence. Le processus, pour se poursuivre, suppose la condamnation de la violence politique, puis sa disparition. La Corse, le dossier qui empoisonne cette rentrée politique. Lionel Jospin a donc choisi aujourd'hui de répondre point par point aux uns et aux autres, au RPR qui veut lancer une pétition, mais aussi devant les poids lourds de son gouvernement, à celui qui vient précisément de le quitter sur la question corse, à Jean-Pierre Chevènement. Il n'est pas question d'avoir à choisir entre la Corse et la République. Pour la très grande majorité de nos compatriotes corses, pour les Français dans leur ensemble, pour le gouvernement, cette question ne se pose pas. Non, la République qui est notre bien commun n'est pas en danger. Non, la nation à laquelle nous sommes profondément attachés n'est pas menacée. République, c'était assurément le mot du jour, prononcé pas moins de 32 fois par Lionel Jospin, pour parler des relations sociales, du droit des femmes, mais aussi du quinquennat. La campagne va démarrer, la République déclinée sur tous les modes, la plaidoirie a fait recette. Très lié à l'identité de gauche, cette idée que nous vivons tous ensemble, sous les mêmes lois, que nous avons des droits égaux, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur d'être entendu. Lionel Jospin l'a annoncé ce matin, il participera lui-même à un meeting en faveur du quinquennat le 19 septembre prochain. Une autre façon de s'engager concrètement dans le débat et surtout de ne laisser à personne, ni sur sa gauche, ni sur sa droite, avec Jacques Chirac, un trop grand espace politique. Pratiquement au même moment, le discours de clôture de Jean-Pierre Chevènement pour les universités d'été de son parti. L'ancien ministre de l'Intérieur promet un soutien vigilant à Lionel Jospin, faisant au passage un bilan plutôt nuancé de l'action de la majorité plurielle. Et la Corse fut bien évidemment au centre des débats de l'université d'été de l'UDF. À Ramatuelle, François Bayrou est revenu sur la question corse, proposant un moratoire de 6 mois. Globalement, le président de l'UDF considère que le processus de Matignon est un échec. Sur place, Jean-Baptiste Prédali et Pierre Toury. Il y a les fifres, les tambourins, la couleur locale provençale, mais c'est une vraie rentrée politique pour François Bayrou. L'UDF s'est toujours voulu décentralisatrice, mais sur la Corse, son président a choisi aujourd'hui d'attaquer. Et lorsqu'il s'adresse à ses adhérents, François Bayrou dénonce avant tout la politique corse de Lionel Jospin. C'est le triple échec du processus de Matignon. On a failli parce qu'on n'a pas obtenu le désaveu de la violence de la part de ceux ou des amis de ceux qui la pratiquent. On a failli parce qu'on a laissé la place à une impression de ségrégation ethnique, notamment avec l'enseignement obligatoire et les emplois réservés. Et on a failli parce qu'on a laissé croire que désormais la Corse aurait sa loi qui ne serait plus celle de la France. Ce processus de Matignon, François Bayrou l'avait plutôt approuvé en début d'été. Désormais, il propose un moratoire de 6 mois et une réflexion au niveau national. D'autres UDF, comme François Léotard, soutiennent toujours le processus, mais ils sont bien discrets. Vous disiez qu'à droite, on ne comprenait pas le problème. C'était ça en partie votre critique. Est-ce que vous avez entendu, vous satisfait pas? La Corse divise, elle peut réunir. François Bayrou et Philippe Douste-Blazy s'opposent sur la stratégie globale de l'UDF. Sur la Corse, c'est presque la surenchère. Je ne peux pas accepter que des nationalistes corses exigent une amnistie.
et qui continue à vouloir négocier avec notre pays et le gouvernement de notre pays. Il faut une explication. Sur un autre sujet, le quinquennat, l'UDF a redit son peu d'enthousiasme pour le référendum. L'explication est simple, François Bayrou est déjà convaincu qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2002. Sur la Corse, face à Lionel Jospin, il est opposant. Sur le quinquennat, face à Jacques Chirac, il est réticent. Enfin, pour clore ce chapitre politique, la réaction de Michel Alliot-Marie au discours du Premier ministre, qui a estimé que Lionel Jospin était en train de préparer une sérieuse reculade sur le dossier corse. Aux États-Unis, un tremblement de terre en Californie, c'est la région vinicole de Napa Valley, au nord de l'État, qui a été touchée par ce séisme d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter. La secousse a eu lieu en pleine nuit. Parmi les blessés, 2 graves, dont un enfant dans un état critique. En revanche, pas de très gros dégâts matériels. Et puis une vague haute de 3 mètres a emporté une trentaine de personnes dans l'est de la Chine, à la rivière Qiantang. Toutes ont été récupérées, ces personnes, par les secours. 6 sont sérieusement blessés, hospitalisés. Une vague qui se produit chaque année à la même période. Depuis 1994, 3 millions de visiteurs, des touristes chinois, viennent admirer ce phénomène naturel. Mais cette année, l'ampleur de la vague a provoqué de tragiques débordements. Cérémonie de béatification ce matin au Vatican, devant une centaine de milliers de personnes réunies sur la place Saint-Pierre. Jean-Paul II a proclamé comme bienheureux de l'Église 2 papes au parcours diamétralement opposés. Jean XXIII, qui symbolise une Église ouverte et moderne, et Pie IX, dont le Saint-Père a tenté de justifier la béatification, considéré par certains comme un pape réactionnaire et antisémite. À Rome, Alain Chalvron et Dominique Merlin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et voilà Jean XXIII béatifié, 37 ans après sa mort, béatifié en compagnie de l'un de ses prédécesseurs, le controversé Pie IX, et 3 autres ecclésiastiques, dont le français Guillaume-Joseph Chaminade. La foule était nombreuse ce matin sur la place Saint-Pierre, venue du monde entier, avant tout pour Jean XXIII, le bon pape Jean. Jean XXIII, je pense que c'est le pape de la réconciliation, un peu de l'Église, avec un monde qui commence à s'ouvrir vers la modernité. Et son amour pour les pauvres, pour les petits, c'est surtout ça qui m'a beaucoup frappé. On en oubliait presque la polémique qui s'est développée ces derniers jours en Italie et au-delà sur cette double béatification, cette association entre Jean XXIII qui a ouvert l'Église au monde par le Concile Vatican II et Pie IX qui l'a refermée sur elle-même au XIXe siècle, allant jusqu'à exécuter ses opposants. Et c'est précisément sur la place où fonctionnait la guillotine pontificale que se sont retrouvés hier soir ceux qui n'oublient pas. Ce pape a agi d'une façon cruelle et aujourd'hui ceux qui le béatifient, je ne crois pas que ce soit uniquement pour des raisons spirituelles. À l'autre bout de Rome, à l'église Saint-Laurent, se réunissait en revanche l'aristocratie noire, la noblesse pontificale, celle qui s'est battue pour Pie IX. Pio IX représente les derniers défenseurs, les défenseurs héroïques du patrimoine de la civilisation chrétienne et de l'Église. Jean-Paul II au discours social si avancé, Jean-Paul II au discours moral si traditionnaliste, n'est-il pas lui-même un peu Janus? Et en béatifiant ces 2 papes, Pie IX le conservateur et Jean XXIII le moderne, n'a-t-il pas un peu célébré ces 2 aspects de lui-même? Les élections législatives au Liban, 3 mois après le retrait des troupes israéliennes, un vote qui s'est déroulé en 2 phases géographiques. Dimanche dernier, les électeurs du Nord étaient appelés à se prononcer. Leur vote a montré que les pro-syriens étaient battus en brèche. Aujourd'hui, c'est au tour de Beyrouth et du Sud-Liban de se rendre aux urnes. Au Sud-Liban, où certains habitants voteront pour la première fois. Reportage dans cette région cruciale de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Pascal Caron. 3 mois après le retrait israélien, la Mecque des chiites n'est plus tout à fait la même ni tout à fait une autre. L'armée libanaise est présente. Jaune pour le Parti de Dieu, le Hezbollah, vert pour la milice Amal, les 2 forces de la résistance hier divisées se présentent unies face aux électeurs afin de toucher les dividendes politiques de leurs années de combat. 3e élection législative depuis 1990, après 15 années de guerre civile, le sud du Liban a quasiment été totalement exclu de toutes les consultations depuis 1972, date de l'occupation israélienne. Depuis le retrait de Tsahal et de ses auxiliaires de l'ALS, l'armée du Sud-Liban, se pose désormais la question des derniers occupants, les 35 000 soldats syriens.
l'État libanais est capable de gérer ses intérêts et gérer aussi ses relations avec la Syrie. Et la Syrie, en fin de compte, c'est notre premier allié dans la région. Dans ce petit pays du Moyen-Orient, les femmes votent depuis l'indépendance, mais dans leur propre bureau. Sur 3,5 millions d'habitants au Liban, 2,5 millions sont inscrits sur les listes électorales dès leurs 21 ans. La moitié a voté dimanche dernier dans le nord, l'autre votait aujourd'hui à Beyrouth dans la Bekaa et ici dans le sud, dont 50% sont des femmes. Je crois qu'elles pensent à s'exprimer, à jouer leur rôle dans la société. À moins de 30 km des bureaux de vote, les jeunes membres du Hezbollah sont justement en manque de place dans cette société. Le conflit est fini, réglé par leurs aînés, et c'est avec des gestes dérisoires qu'ils courent après un rôle social. Plus pacifique mais toujours militaire, ces gamins du sud Liban font du tourisme en ce dimanche, sur l'ancien fortin israélien, le château de Beaufort. À l'image des deux drapeaux des deux grands partis chiites, Hamal et le Hezbollah, qui se partagent le pouvoir ici au sud Liban, il n'y aura pas de division électorale demain. En revanche, Beyrouth, par son poids démographique, décidera de l'avenir politique du Liban. En Israël, l'ancien chef du parti Chasse, le rabbin Aryeh Deri, a été incarcéré près de Tel Aviv, où il devrait purger 3 ans de prison pour corruption. C'est accompagné de milliers de militants de son parti qu'il a rejoint le centre pénitentiaire. Les incidents se sont produits sur la route qui menait à la prison. Plusieurs blessés légers, dont un journaliste. Les militants de ce puissant parti reprochent à la justice un procès inique comparé à l'affaire Dreyfus. Une page sportive, le judoka français David Douillet sera peut-être le porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Sydney. Des incertitudes quant aux capacités physiques de ce quadruple champion du monde après ses ennuis de santé. Nathanaël de Rinxin et Frédéric Pasquette l'ont rencontré avant qu'il ne s'envole pour l'Australie. Comme un trésor impossible à cacher, comme un secret bien trop lourd à porter, David Douillet est enfin prêt pour les Jeux. De quoi attiser la curiosité des médias, toujours aussi impressionnant, toujours autant sollicité. Le quadruple champion du monde, tenant du titre olympique, blessé depuis 2 ans, s'entraîne à en faire trembler les murs du dojo. J'ai déjà gagné un premier défi, c'était celui de redevenir athlète et athlète de haut niveau et d'être fort. Ça, c'est une grande victoire et j'ai tout fait pour ça. Je me suis battu comme un fou. À 31 ans, David Douillet prépare son dernier défi. 8 ans après le bronze conquis aux Jeux de Barcelone, 4 ans après l'or d'Atlanta, une nouvelle médaille olympique lui permettrait de devenir le judoka le plus titré de l'histoire. Douillet a de l'ambition. Pour arriver à ses fins, il met toute l'équipe de France à contribution. L'or à Sydney, David en rêve, mais aujourd'hui, ce sont ses partenaires qui en bavent. Quand on chute, au bout d'un moment on en a marre, mais on se dit qu'un jour ce sera peut-être nous qui ferons chuter les autres et on sera content d'avoir des partenaires. Après plusieurs mois de préparation, Douillet a enfin retrouvé la compétition. C'était il y a 2 semaines en Allemagne. 15 mois après son dernier tournoi, il obtient une 3e place. De quoi avoir de l'espoir en vue de ces Jeux où tout le monde l'attend, mais dont lui n'attend qu'une seule chose, prendre 15 jours de plaisir dans l'univers olympique. Football avec hier soir au Stade de France cette soirée d'adieu pour les tricolores lors du match amical les opposants à l'Angleterre. Sous les ovations, le départ annoncé de Laurent Blanc, de Didier Deschamps et du gardien de but Bernard Lama. Une page est tournée. Commentaire Stéphane Garnier. Le football, c'est comme la vie. Et dans la vie comme dans le foot, les meilleures choses ont une fin. Hier soir, aux alentours de 22 h, Didier Deschamps et Laurent Blanc ont mis un point final à 11 ans de vie en bleu. Dernier regard sur ce gazon qu'ils ont foulé et qu'ils ont tant aimé. Dernière poignée de main, dernières accolades, dernier bisou sur le crâne de Fabien Barthez avant cette dernière ovation des 76 000 spectateurs présents et ce dernier retour dans les vestiaires de l'équipe de France. On a pratiquement commencé au même moment et on termine exactement le même jour, à la même minute. À partir de là, il y a un petit remake de ces 11 années passées sous le maillot de l'équipe de France qui se déroule à une vitesse incroyable. Pour mieux saluer le départ du capitaine et du président, sur le terrain, les tricolores se multiplient. Bien servi par Zidane, Manu Petit ouvre le score. Un but pour un hommage. On a perdu avant tout ce soir des grands hommes avant de perdre des grands joueurs.
Et il y aura une période de transition qui devra s'effectuer du mieux possible pour justement assumer ces deux pertes. L'équipe de France va donc devoir rebondir. Rebondir comme Blanc et Deschamps avaient si bien su le faire au soir de la défaite contre la Bulgarie, un cauchemar qui allait les priver du mondial 94. 4 ans plus tard, contre le Paraguay, Laurent Blanc expédie la France en quart de finale de la compétition. Expulsé face à la Croatie, il ne jouera pas la finale, mais quand Didier Deschamps va chercher la Coupe du Monde, Laurent Blanc est derrière son capitaine. Blanc, Deschamps. Officiellement, l'histoire commune de ces deux hommes s'est achevée en juillet dernier à Rotterdam. À eux deux, ils totalisent 200 sélections. Les jours à venir seront ceux de la rentrée scolaire pour des millions d'élèves. Demain, le ministre en charge de l'Éducation, Jack Lang, présentera son plan pour l'année à venir. Et pratiquement au même moment, Claude Allègre, ministre démissionné, publiera Toute vérité bonne à dire, un livre entretien à mi-chemin entre la confession et le règlement de compte. Un document qui occupe déjà largement le devant de la scène. Nous en parlerons avec Claude Allègre qui est notre invité. Mais d'abord, à grands traits, ce portrait de Claude Allègre à travers le témoignage qu'il publie. Hélène Hugues. Toute vérité est bonne à dire, le livre de Claude Allègre aurait aussi bien pu s'intituler « À qui la faute ?» Depuis son départ forcé de la rue de Grenelle, l'ancien ministre de l'Éducation règle ses comptes avec ceux qu'il considère comme responsables de son échec. Lui qui incarnait, dit-il, la réforme avec un grand R, se dit victime d'une machination. C'est un complot, une cabale, préparée patiemment, souterrainement par les forces conservatrices du monde enseignant. Accusé numéro 1, le SNES, principal syndicat enseignant. Le SNES voulait sa revanche. Un an plus tôt, nous lui avions infligé une défaite majeure en faisant adopter les réformes sans qu'il puisse s'y opposer. Il n'y a jamais eu de complot du SNES contre Allègre. Il y a eu tout simplement de telles maladresses du ministre et une conception de l'éducation tellement radicalement opposée à celle des enseignants qu'il a soulevé immédiatement à son arrivée et dans les années qui ont suivi une animosité énorme dans ce milieu et ce milieu s'est retourné contre lui. Les enseignants, accusés numéro 2. Il leur avait déjà reproché leur absentéisme, leurs privilèges. Dans son livre, il récidive. 10% des enseignants dégradent le système par leurs absences ou leur mauvais esprit. Accusé numéro 3, la presse. Les rapports se tendent dès son entrée au gouvernement avec la célèbre formule à la une du Monde. Je veux dégraisser le mammouth. J'ai dit ça dans une conversation privée, mais enfin, c'est la même chose. J'ai dit que l'administration, je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. Claude Allègre estime avoir été piégé à plusieurs reprises par les médias, attaqué et caricaturé. Pour lui, gouverner, c'est réformer. J'aurais pu être un bon gros ministre sympathique dont on aurait dit « c'est un bon ministre de l'Éducation, il ne fait rien ». Un immobilisme dont nul ne peut l'accuser, mais qu'il reproche à son prédécesseur François Bayrou, comme il le redoute chez son successeur Jack Lang. François Bayrou ne cherchait qu'à caresser les enseignants et leurs syndicats dans le sens du poil. J'espère que Lang ne va pas ressusciter Bayrou, mais je l'avoue, j'ai quelques craintes. Seul épargné, Lionel Jospin. Le Premier ministre l'a abandonné, oui, mais il ne l'a pas trahi. Le propos s'adoucit donc à l'égard de l'ami de 40 ans, prélude peut-être à un éventuel retour de Claude Allègre en politique. On va en parler, Claude Allègre, bonsoir. Alors, première question, avant d'en venir à l'essentiel, est-ce que vous avez dédicacé votre livre à Lionel Jospin et est-ce que vous savez s'il l'a apprécié? Et le livre et la dédicace? J'ai dédicacé bien sûr mon livre à Lionel Jospin, mais j'ai pour règle absolue depuis 20 ans où j'ai été son ami de ne jamais dire publiquement ce qu'il me dit. Est-ce qu'il l'a apprécié? Demandez-le lui, vous le demanderez. Alors, autre question, peut-être plus simple, celle-là, pour vous permettre d'y répondre. Est-ce que vous avez dédicacé votre livre à Monique Vuaya, qui est donc la coprésidente du SNES et que vous accusez d'avoir eu votre peau? Oh non, sûrement pas. Et si vous aviez dû lui adresser une dédicace? Oh, je sais pas, faites-en votre profit. J'aurais pas dit une codane vénénum, elle n'aurait pas compris, alors... Nouvelle méchanceté, mais peut-être on va revenir sur le SNES. Alors, je voudrais d'abord vous demander, au fond, quelle est votre démarche? Pourquoi vous avez écrit votre livre? Est-ce que c'est une façon de vider votre sac? Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est une sorte de diagnostic? Est-ce que c'est une confession? Mais non, là vous dites, il y a des règlements. C'est pas un règlement de compte. Ce livre, c'est un livre d'entretien qui est destiné à faire part des réflexions de quelqu'un qui a été ministre pendant 3 ans, de ce qu'il pense du système de l'éducation dont il avait en charge. Très accusateur, votre livre. Du système général politique
et en même temps d'informer. J'informe sur la manière dont se passe le Conseil des ministres, toutes ces choses-là qui sont réservées aux initiés. Mais c'est une manière de dire comment je conçois la démocratie. Je conçois la démocratie avec une franchise de parole, j'ai pas dit de dire tout, l'honnêteté, le courage, le besoin de réformer et le fait que je ne crois pas que dans ce pays, on peut continuer avec des blocages créés par les corporatismes. Parce que, moi j'ai vu une chose, j'ai été soutenu par toutes les fédérations de parents d'élèves. J'ai été soutenu, vous avez parlé de la presse. Non, j'ai été soutenu par la presse. Si je n'avais pas été soutenu par la presse, je n'aurais pas fait mes réformes, car les réformes, je les ai faites. On a un peu du mal à comprendre. Vous dites j'ai été soutenu et en même temps vous évoquez l'idée d'un complot. C'est vrai que vous dites... Non, mais j'ai pas parlé de la presse dans ce... J'ai parlé d'un journal, et j'ai pas parlé de la presse en général. On a le sentiment qu'on vous a fait tomber, que certains voulaient votre peau et finalement qu'ils l'ont eu. Alors, moi, ma question, Claude Alègre, c'est est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde? Et au fond, est-ce que vous avez des responsabilités? Excusez-moi, je suis obligé de vous reprendre. C'est pas du tout contre tout le monde. Est-ce qu'une minorité peut avoir la peau du ministre contre la majorité des gens qui approuvent la politique qu'il fait? C'est le contraire. Et Lionel Jospin a répondu. C'est le contraire. Lionel Jospin a pris une décision à un moment donné de remaniement. J'ai dit mon désaccord par rapport à cela. Alors on va dire qu'il vous a lâché, ça c'est clair. Non mais attendez, il a fait ce qu'il avait à faire, il est Premier ministre, il choisit, j'ai pas à discuter ce problème-là, mais je veux pas qu'on dise des choses à contresens. Je pense que ce que j'ai fait, c'est de défendre l'intérêt général et non pas l'intérêt d'une corporation. Et dans ce pays, on a tendance à considérer que chaque corporation peut bloquer les réformes. Je ne crois pas. Je crois que la Poste devrait être ouverte. La corporation, on va dire son nom, puisque vous êtes quelqu'un de très franc et direct, donc c'est le SNES. Apparemment, qu'une fois encore, vous accusez... Oui, mais je pense que c'est un problème. Attendez, l'éducation pour moi dans l'éducation française, j'aime passionnément l'éducation. Je pense que c'est une des fondements de notre République. Je pense qu'on a eu la meilleure éducation du monde et qu'on est en train de la dégrader. Je donne un chiffre. Il y avait 220 jours d'éducation par an. Il y a maintenant 170 jours d'éducation. Nos enfants, vos enfants, par rapport à moi, ont 2 ans et demi de moins d'éducation. Voilà ce que je dénonce. Je dénonce une dégradation. Les enfants ne respectent plus les maîtres, les enfants ne savent pas écrire, les enfants ne savent pas parler. On est en train de dégrader les choses. On sent la passion que vous mettez en toute chose et en effet, avec beaucoup de franchise, vous dites votre vérité. Mais vous n'avez pas su conduire cette réforme. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas réformer en France? Parce que politiquement, vous n'avez pas été soutenu par le parti par les dirigeants du parti. J'ai essayé dans ce livre d'expliquer ce mécanisme. Mais vous pourriez dire pourquoi on n'a pas fait la réforme de Bercy, pourquoi la Poste n'est pas ouverte le samedi après-midi. Mais pourquoi on n'a pas fait la réforme de Bercy? Pourquoi la Poste n'est pas ouverte le samedi après-midi? Pourquoi les services publics ne sont pas faits pour le public? Je crois que l'avenir de la République, à laquelle je crois profondément, tient au fait que les services publics, qui sont quelque chose de fondamental, doivent être faits pour le public. Et ce que certains que j'ai attaqués, pas tous les syndicats, j'ai des très bons rapports avec les syndicats, la CFDT, la CGT, etc. Ces syndicats qui m'ont attaqué, ce qu'ils m'ont reproché, c'est de dire l'élève est au centre du système éducatif. Eh bien oui, c'est l'élève qui est au centre du système éducatif. Moi, je voudrais vous poser une question personnelle. Pour reprendre des métaphores animalières qui vous sont chères, est-ce que vous n'êtes pas un ruminant? Quelqu'un qui n'accepte pas au fond l'échec, il n'accepte pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous me voyez? Moi, j'ai eu un métier, je ne suis pas un politicien professionnel, je fais autre chose, je suis très heureux dans ce que je fais. Que vous me compariez à un plantigrade, peut-être, mais pas un ruminant, mais pas du tout. Justement, ce livre, c'est pour dire, ben voilà ce qui s'est passé, puis on passe à autre chose. Vous dites quelque chose d'essentiel sur le rôle du ministre de l'Éducation. Finalement, vous dites qu'un ministre de l'Éducation, s'il n'avait rien fait, on aurait pu dire de vous comme d'autres, c'est un bon ministre. Alors, d'abord, je trouve ça grave d'un point de vue Non, on aurait dit, j'ai pas dit on aurait pu dire. Oui. Je ne crois pas que les ministres qui font rien sont des bons ministres. Est-ce que Jack Lang est un bon ministre? Mais attendez, Jack Lang a été un formidable ministre de la Culture, l'un des meilleurs qui... Attendez qu'il le fasse, son travail de ministre de l'Éducation. Moi, je lui fais confiance. Il n'a pas abandonné les réformes. Il a continué. Moi, je lui fais confiance.
Je ne participe pas à ces phrases ici ou là qui peuvent être dites. Mais par exemple, vous dites à un moment, j'ai le sentiment que, en tout cas, peut-être va-t-il prendre le chemin de ce François Bayrou que vous critiquez à de nombreuses reprises. Mais là aussi, il faut pas porter les choses sur les hommes. J'ai discuté avec François Bayrou avant qu'il soit ministre de l'Éducation nationale. Il avait plein d'idées pour l'éducation, et notamment de décentralisation. Il avait plein d'idées. Moi, j'étais très sympathisant de ces idées. Et puis, je l'ai vu complètement bloqué. Et donc, je critique parce qu'il a été bloqué ensuite et qu'il n'a pas voulu Jack Lang, lui, n'est pas bloqué. se mettre... Je pense que Jack Lang est en une bonne situation parce que je pense que la situation de blocage qu'on m'a fait, si on l'a fait à Jack Lang, on ne pourra pas dire que c'est la personnalité, etc., de tel ministre. Donc moi je pense qu'il est dans une bonne situation pour continuer les réformes et je lui fais confiance et je fais confiance au Premier ministre pour l'aider dans ce domaine. Alors parlons un peu de politique de façon un peu plus large parce que j'ai l'impression que c'est vrai que vous êtes franc, vous avez repris une sorte de liberté de parole. Alors j'ai la liberté de parole parce que je n'appartiens pas à un système. Je ne suis pas ministre. Pensez-vous par exemple que Jean-Pierre Chevènement, cette semaine, à travers les critiques qu'il a émises, est allé trop loin ou est-ce qu'il a eu raison? Écoutez, j'aime beaucoup Jean-Pierre Chevènement, j'aime beaucoup le fait qu'il a une personnalité politique, qu'il fait de la politique avec des convictions, et j'estime beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Ceci étant, je suis obligé de vous dire que je n'approuve pas son attitude sur la Corse, je le lui ai dit directement, je pense que Lionel Jospin, là, sur ce chapitre-là, est tout aussi républicain que Jean-Pierre Chevènement. Bon, je ne suis pas sûr que c'était utile qu'il sorte du gouvernement, mais je respecte complètement... Il a en tout cas perturbé d'une certaine façon la rentrée du Premier ministre. Parlons de Laurent Fabius qui a proposé ici même, en tout cas qui présentait son plan de baisse des impôts. Vous pensez que c'était la bonne méthode, la bonne façon de faire? La réforme des impôts, c'est une continuité qui a été faite depuis qu'il est au gouvernement par Lionel Jospin. L'année dernière, on a baissé de 80 milliards. Dominique Strauss-Kahn avait fait des baisses également. Laurent Fabius continue ses baisses. Je crois que c'est bien de baisser les impôts. Je crois, on peut être pas d'accord sur tel ou tel détail, mais je crois que la ligne générale... Ça n'a pas l'ampleur annoncée, vous voulez dire? Non, mais elle est dans la continuité de la politique de Lionel Jospin, qui est un gradualiste. C'est quelqu'un qui gouverne en faisant attention d'aller doucement à chaque fois pour ne pas provoquer des chocs. C'est ça la tactique de Jospin, mais il faut bien reconnaêtre qu'il a remis Là, vous parlez de Jospin et pas de Lionel, puisque dans votre livre, vous différenciez les deux personnages. C'est plutôt Jospin, plutôt non, là, je parle de Jospin parce que c'est le Premier ministre. Non, c'est pas celui-là. Bon, ça, on renverra à votre livre. Une dernière question, Claude Allègre. On voit que vous faites votre rentrée. En tout cas, vous occupez la place de la rentrée. Ceux qui pensaient que vous ne feriez pas partie de la rentrée ensemble pour leurs frais, vous êtes bien là. Comment doit-on vous voir dans les mois, les années à venir, dans cette période de campagne qui s'annonce? Quelle sera votre place? L'avenir est écrit nulle part. Je ne sais pas exactement quelle sera ma place. Quelle place souhaitez-vous? Apparemment proche de Lionel Jospin, à ses côtés pour la campagne? Non, pour l'instant, je viens d'écrire un livre. J'ai vu effectivement Lionel Jospin, par conséquent, nos rapports se sont normalisés. Mais je reprends ma vie de scientifique, je suis très occupé par ma vie de scientifique. Tout le reste, c'est des spéculations qui sont faites ici ou là sur telle ou telle chose. Chaque chose en son temps, on verra. Merci en tout cas d'avoir répondu à Merci à vous de m'avoir invité. À Deauville, le 26e festival du cinéma américain, une constellation de stars, de vedettes américaines réunies à l'Hôtel Royal, lieu de toutes les rencontres. Ambiance sur place, Frédéric Bonnet, Frédéric Delarue. Voici Hollywood Plage et c'est la 26e année que ça dure. Jusqu'au 10 septembre, Deauville nous fait son plan américain et se croit vraiment en Californie. Comme là-bas, les stars ne se montrent pas sur la plage, décidément, les planches et le cinéma, ça collera jamais. Les étoiles américaines ont débarqué ici, dans ce coffre-fort, à l'abri des regards indiscrets, à l'hôtel Royal, un hôtel mythique. C'est l'hôtel des gens riches et c'est uniquement pour nous le plaisir de regarder ces vedettes, justement. Ces vedettes américaines, qui ont quand même fait de déplacement à Deauville, ne font pas forcément rêver tout le monde.
Ce sont des gens qui sont très simples et qui sont très agréables à côtoyer. Vous avez eu l'occasion de parler un peu avec Clint Eastwood? Non, pas du tout. De Suzanne Charandon à Tommy Lee Jones ou Monica Bellucci et bien d'autres, et pour 10 films seulement en compétition, Deauville l'américaine accueille cette année une véritable constellation d'étoiles, avec ici Tim Robbins. Toutes ces stars apprécient la Normandie. Comment voulez-vous vous sentir à Deauville? Il fait beau, des centaines de gens qui se sentent bien, je me sens bien. Vous vous sentez comme à Hollywood? Non, comme en France. Pas certaines stars, certaines vedettes que vous appréhendez de recevoir? Nous appréhendons l'arrivée de chacun de nos clients parce que ce que nous aimerions, c'est avoir fait exactement ce qu'il attend de nous avant qu'il n'arrive. L'hôtel possède d'ailleurs sa boîte secrète avec une fiche sur chacun de ses clients. Un client, par exemple, aime les cookies. Oui, effectivement, on va lui mettre des cookies dans la chambre alors qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'en faire. Oui, on va lui mettre des cookies. Là, je pense à Clint Eastwood, exactement. Et puisque les stars ont leurs cookies, la compétition peut maintenant commencer. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Les transporteurs routiers, pour protester contre la hausse des carburants, s'apprêtent à bloquer les raffineries. Au total, quelques 2000 camions seraient sur le départ. Les automobilistes inquiets ont pris leurs précautions. Discours très attendu de rentrée de Lionel Jospin. Le Premier ministre fait un plaidoyer pour l'avenir de la Corse, répondant ainsi aux critiques qui ont secoué la majorité plurielle. Dans quelques instants, la météo, Patrice Drevet, 20h50, votre film du dimanche soir, Mesures d'urgence avec Hugh Grant, minuit le dernier journal, Hélène Vergne, demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Jacqueline Lazare, secrétaire de la CGT, 13h le journal, Laurence Ostolaza, Antoine Cormery, à 20h vous retrouverez ici même Claude Sérian, et puis en deuxième partie de soirée, Mots croisés aura pour thème les impôts, le pouvoir d'achat des Français, de nombreux invités, Florence Parly, Michel-Édouard Leclerc, Marc Landel, Yves Cochet. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci de votre attention.